Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Bonjour, chers cornets et cornettes. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien aussi. J'espère que vous allez mieux que nous en ce moment. Ouais, parce que là, ça fait 3 fois qu'on enregistre. Parce qu'il y a toujours des problèmes, des bugs. J'oublie de faire play. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 fois on a commencé par faire notre intro 2 fois de suite parce que ça allait pas du tout. On était les plus malaisantes du Québec. On parlait en même temps, c'était vraiment bizarre. On disait les mêmes mots en même temps. Comme les données de relais, ça que Créa disait, c'était vraiment awkward. Fait que là, on a recommencé. C'est vrai. Genre, on parlait, puis là, dans mon écran, parce que là, on enregistre à distance, en plus. C'est peut-être ça qui fait que ça bug. Mais je te regardais, puis les lèvres à jus, ils bougeaient en même temps que ce que je disais, puis on a eu un énorme bug mental. Ça allait pas du tout. Puis là, on a fini par enregistrer, mais tabarouette, ça enregistrait pas. J'ai encore oublié de faire record comme une douille de première classe. Fait que je m'en excuse. Ben oui. C'est la vie, ça arrive. Je vais savoir ton histoire déjà, mais je suis prête à entendre la fin. Fait que au moins on s'est pas rendu compte de ça à la fin encore, tu sais. Non, ça aurait été terrible. On aurait juste abandonné pour la soirée, je pense. Fait que bref, j'espère que vous allez bien. Puis avant de commencer, on a un petit shout-out à faire à une d'entre vous. C'est de la part de Amélie, en fait, une de nos petites cornettes, qui veut faire un shout-out à l'une de ses collègues de travail, Gaëlle, qui, by the way, est une super collègue qu'elle adore. C'est ce qu'elle nous a dit. Bravo Gaëlle! Yeah! Bravo Gaëlle d'être une super bonne collègue. Puis c'est ça, dans le fond, Amélie avait parlé de nous à Gaëlle, et là, maintenant, les deux, vous nous écoutez, si je comprends bien. Donc, merci beaucoup les filles. On vous aime super fort. Oui, merci de nous écouter. Puis merci à vous tous et toutes, chers cornets, de nous écouter tous les dimanches ou peu importe la journée que vous nous écoutez. On vous aime beaucoup. Et bienvenue aux nouveaux. Oui, non, on recommence à parler en même temps. Non. Regarde, c'est pas si pire, il y avait 2 mots différents. On va se donner une chance. Alors, pour la 3e fois ce soir, est-ce que t'es prête à nous dire ta saveur du jour? Oui, puis aucun suspense puisque tu la connais, mais ma saveur du jour, c'est une autre suggestion d'une cornette qui nous a suggéré d'essayer la crèmerie Iconoglace à Montréal. Puis j'habite full proche de là. J'avais passé devant une fois, mais je pense que j'avais juste vu le panneau puis pas comme les petits écriteaux en dessous, puis je pensais que c'était un magasin de glace. Genre des glaçons. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça existe, les magasins de glace. Mais écoute, quel magasin inutile. Mais bref, faudra y aller ensemble cet été. Oui, une crèmerie, c'est beaucoup plus utile. Puis je serais vraiment dans d'essayer. Fait que j'ai zioté leur page Instagram, qui est vraiment belle d'ailleurs. Puis tout a l'air vraiment délicieux. Mais il y avait une saveur qui est venue me titiller les papilles gustatives. C'est la orange sanguine et vanille. C'est une twist, là. Fait crème glacée molle. Orange sanguine et vanille. Ça a l'air trop bon, comme les popsicles. Mais orange sanguine aussi, juste ça, j'ai jamais vu ça. Je suis trop dans d'essayer. C'est fou l'original. Puis ils ont plein de saveurs vraiment originales. Fait qu'on va essayer ça. Ben oui, puis on va vous donner des nouvelles. Fait que merci à toi de nous avoir suggéré cette crèmerie-là. Passons aux choses sérieuses, parce que cet épisode... Ouais, c'est vraiment... Ben vous le savez, vous avez lu le titre de l'épisode, mais aujourd'hui, je vais raconter les événements derrière l'attentat terroriste de la Grande Mosquée de Québec, qui est vraiment comme une histoire épouvantable que je suis sûre que vous en avez moindrement entendu parler, du moins. Puis ça s'est passé en 2017, fait que c'est encore récent. Ça m'a vraiment marqué, ça vient me chercher parce que les crimes haineux... j'imagine, j'espère que ça vient vous chercher aussi, là, mais
ça m'enrage. Là. Ça m'enrage qu'il y a des gens qui ont autant de haine gratuite pour des gens, juste parce qu'ils sont pas comme eux. Là. Ça vient particulièrement me chercher, fait que ça sera pas Jojo comme épisode, mais je trouve que c'est important d'en parler. Ben oui, vraiment. Puis ça s'est passé vraiment proche de chez nous, là, quand j'habitais à Québec. Là, j'habitais à Sainte-Foy, à côté du cégep Sainte-Foy. Là, fait que je me rappelle clairement ce que je faisais cette soirée-là. Je me rappelle, je faisais une movie night avec mes amis, là, puis on voit ça aux nouvelles. Mon chum, il revenait de sa game de hockey, il passait devant la mosquée, puis il m'appelle, il est comme « Yo, il y a genre 20 chars de police, qu'est-ce qui se passe? » En tout cas, c'était vraiment... Ouais, ça, moi aussi, je me rappelle exactement j'étais où, puis je faisais quoi cette soirée-là. Ça a pas d'allure. C'était si près de où est-ce qu'on allait à l'école, puis de chez nous, là. Puis tu sais, un gros événement de même aussi, ça arrive pas comme à tous les jours, là, à Québec, là. Ça a vraiment marqué, en tout cas. Vraiment. Ouais. J'ai hâte d'entendre tout ça quand même si je connais l'histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu là-dessus ou regardé ça. Tu sais, je l'ai écouté quand c'est passé aux nouvelles, puis pendant ce temps-là, là, on capotait, mais... Fait que, comme toujours, si vous êtes nouveau puis vous le saviez pas, nos sources sont tout le temps en description de nos épisodes, mais là, je veux juste dire que la plupart de mes sources, c'est Radio-Canada. J'ai comme lu tous les articles imaginables sur le sujet. Fait que shout-out à Radcan. Donc, allons-y. Le 29 janvier 2017, c'est un dimanche soir glacial, mais au départ bien banal, d'un hiver québécois dans la ville de Québec. Alexandre Bissonnette, qui est un jeune homme de 27 ans, il soupe chez ses parents. C'est un gars, lui, qui étudie en sciences politiques à l'Université Laval. Il aime pas trop ça, mais bon, les gens le qualifient d'un gars assez timide, introverti, pas très sociable. Il travaille pour Emma Québec à ce moment-là, qui est comme l'organisme gouvernemental qui collecte du sang, entre autres. Ouais. Alexandre, il a aussi fait partie des cadets quand il était plus jeune. C'est un amateur de tir sportif, d'armes à feu, de chasse, puis il y a une collection d'armes chez eux. Je suis sûre qu'il y a plein de monde dans le même background que lui, mais avec ce qu'on sait puis ce qui va arriver, tout ça, c'est des drapeaux rouges. Puis ce matin-là, Alexandre, il a vu aux nouvelles que le gouvernement canadien il allait augmenter le nombre d'immigrants acceptés au Canada. Ça l'a beaucoup effrayé, là. Je le dis tout de suite, là. Alexandre, lui, il est un peu paranoïaque. Il a pas la même logique que les gens normaux, là. Il est très raciste, très islamophobe. Ses réflexions, ils ont pas de sens, là. Fait que je vais peut-être en nommer quelques-unes, là, de ses réflexes, mais je tiens à le dire, puis je suis sûre que vous le savez, là, mais je trouve que ça n'a aucun sens, là. Mais bref, lui, quand il a su qu'il allait avoir plus d'immigrants au Canada, il a capoté, puis il a fait le lien que plus d'immigrants égale ma famille est en danger. Quel beau lien à faire. Ouais, je comprends pas, mais bon. Ensuite, après son souper, Alexandre, il sort se diriger vers son club de tir, les Castors de Charlesbourg. Mais c'est fermé. Donc, devant une porte barrée, Alexandre, il se dirige au Centre culturel islamique de Québec, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy. Il arrête au passage s'acheter de l'alcool au dépanneur. Puis le 29 janvier, comme j'avais dit, c'est un dimanche, puis le dimanche, c'est soir de prière pour les musulmans. On sait tous où ça s'en va. Il est 19h52. La prière est terminée depuis peut-être 15 minutes dans la mosquée. À l'intérieur, c'est calme. Les enfants, ils jouent assis par terre pendant que les parents, ils mettent leur manteau puis ils jasent entre eux pour se préparer à retourner chez eux. 1 minute plus tard, 19h53, un premier homme sort de la mosquée puis il se penche pour attacher son lacet. Il remarque derrière lui une ombre se profiler à l'horizon. Il sait pas, mais cette ombre-là, c'est Alexandre Bissonnette. Lui, il remarque juste un jeune homme qui a un sac de guitare sur le dos. Là, l'homme, il se relève, il finit d'attacher son lacet, puis il se lève, puis il trouve ça bizarre, mais il en fait pas plus de cas que ça. Il continue à marcher pour retourner chez eux. 2 autres hommes sortent de la mosquée. Ibrahima Bari, 39 ans, et Mamadou Tanou Bari, 42 ans. Pendant que eux, ils sortent de la mosquée, Alexandre, lui, il sort une arme longue de son sac. 19h54, les 2 hommes sont pris contre le mur de l'entrée de la mosquée. Ils peuvent pas se protéger de ce qui s'en vient. Là, les 2 hommes, ils s'accroupissent au sol puis ils s'entrelacent, là, étant certains qu'ils vont se faire tirer dessus par des coups de feu. Mais rien. Silence. L'arme de Bissonnette est enraillée. Alexandre fait juste les fixer un moment complètement de glace, tandis que les 2 hommes
sont complètement figés, terrifiés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une fraction de seconde que le temps est complètement dilaté, que personne respire, là. Puis c'est là qu'Alexandre, il sort un Glock 9 mm de son sac et tire. Le premier homme tombe, et puis le deuxième. Les deux sont atteints par balle devant l'entrée de la mosquée. Calmement, Bissonnette, il se dirige dans la mosquée où les fidèles, ils tentent de voir ce qui se passe parce qu'ils ont entendu des gros bruits, mais t'assumes pas immédiatement que c'est des coups de feu. T'es comme, voyons, c'était quoi ça? Fait que, personne se protège, tout le monde est juste en train d'essayer de voir ce qui se passe. Puis, malheureusement, ils vont comprendre beaucoup trop tard ce qui les attend. Bissonnette, il recharge son fusil, puis il entre dans la grande pièce d'air commune, puis il tire. Il tire sur le tas et les corps tombent un à un. Il retourne dans l'entrée recharger son arme, puis il revient dans la grande salle pour tirer sur tout le monde. Il refait ça à 4 reprises. Le tout, il est capturé sur les caméras de surveillance. Puis on voit entre autres le courage d'Azedine Soufiane, 57 ans, qui saute sur Bissonnette pour essayer de l'arrêter dans un élan là, héroïque pour essayer de le désarmer, mais malheureusement, ça marche pas. Puis, Monsieur Soufiane, comme plusieurs autres, tombe sous les balles de Bissonnette. Ça n'a pas d'allure. Je vais être sans mots tout l'épisode. Ouais. Puis tout ça, là, c'est en l'espace de 2 minutes. 2 minutes. Les 2 plus longues minutes, probablement, mais en même temps, c'est sûr. C'est rien, là, tu sais, c'est extrêmement rapide. Genre, en 2 minutes, lui, il a enlevé la vie de plein de gens, là. Ouais. Il a chamboulé la vie de tellement de personnes avec 2 minutes de pure stupidité, là, en tout cas. Fait que là, il est 19h56. 4 chargeurs plus tard, Bissonnette, il quitte la mosquée, laissant derrière lui 6 victimes et 5 autres personnes blessées gravement. Les morts sont Khaled Belkacemi, 60 ans, professeur de sciences à l'Université Laval. Azedine Soufiane, 57 ans, lui qui avait essayé d'arrêter Bissonnette. C'est un propriétaire d'une épicerie. Il y a Abou Bakar Tapti, 44 ans, technicien en pharmacie et employé dans une usine de volailles. Mamadou Tanoubari, 42 ans, technicien en comptabilité. Abdelkrim Hassan, 41 ans, analyste informatique pour le gouvernement du Québec. Et Ibrahima Bari, 39 ans, informaticien pour Revenu Québec. L'attentat a fait donc 6 morts et créé 17 orphelins. Le bilan rapporte 39 survivants. Désolée si j'ai mal prononcé les noms, là, mais j'ai fait de mon mieux. 20 minutes après la fusillade, donc autour de 20h10, au volant de la Mitsubishi de son père, Alexandre Bissonnette y appelle le 911 pour se rendre à la police. Puis l'appel, il est disponible sur YouTube. Je sais qu'il y a il y a des extraits qui ont passé aux nouvelles, là, ouais. Mais l'appel complet, il est disponible sur YouTube. Puis il y a aussi le podcast 911 Behind the Scene, elle a fait un épisode sur ça, puis elle passe des extraits aussi. Ouais, je me rappelle que je l'ai entendu, cet appel-là. Ça fait longtemps, là, mais... Ouais, c'est vraiment épeurant. Ça me fait sentir pas bien, là. Mais non, c'est clair, là. Parce qu'il est tellement calme et détaché, là. Genre, aucune empathie, là. Non. Genre, il commence l'appel, puis il dit « Ouais, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. J'aimerais juste ça me rendre. » Comme genre « Ouais, comment ça va? » Comme ouais. Ça fait fou, peur, là. À un moment donné, il dit calmement « je pense que je vais juste me tirer dans la tête. Ouais, je pense que je vais juste me tirer dans la tête puis arrêter ça, là. » Oh my God. Puis le répartiteur qui devait chier dans ses shorts, là, il a vraiment bien fait sa job, puis il a réussi à rester calme, puis à garder Alexandre calme, puis de le convaincre de se stationner sur le bord de la route à la prochaine sortie qu'il voit. Parce qu'il est en train de rouler sur l'autoroute à ce moment-là, pendant qu'il est au téléphone. Bravo d'être resté calme, puis d'avoir comme peut-être sauvé d'autres mondes, là, parce que s'il s'était tiré dans la tête pendant qu'il roule, il aurait pu faire un accident de char, il aurait pu tuer d'autres mondes aussi, puis en tout cas. Ben oui. Ou se rendre à quelque part d'autre pour tuer, en tout cas. On sait pas ce qu'il aurait pu faire. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il l'appelait Alex, là. Puis il était comme, tu fais bien ça, Alex. Reste calme, mon Alex. Tu sais, Ouais. Pour qu'il on va faire ça ensemble.
On va rester ensemble, Alex. Ça m'a impressionné. Quel travail, quel job faire ça. Je suis curieuse de réentendre l'appel, on dirait. Je vais mettre un lien dans la description si vous voulez aller l'écouter. Fait que finalement, des policiers, ils encerclent la voiture d'Alexandre dans la bretelle du pont qui mène à l'île d'Orléans, pour ceux qui se reconnaissent. Puis il l'arrête, là, il est encore en vie et tout, ils réussissent à l'arrêter. On retrouve une arme de poing puis 2 fusils qui ressemblent à des AK-47 sur le siège arrière de son auto. Fait que, ça aurait pu finir comme en grosse fusillade aussi, là, tu sais. En tout cas, oui. ils ont été chanceux que ça il s'arrête. aurait pu vraiment tuer tout le monde qu'il y avait à l'intérieur. Là. Ah oui, il était armé jusqu'aux dents, là. Il était prêt pour... Ouais. Fait que là, Bissonnette, il est amené dans une salle d'interrogatoire, puis il s'ouvre peu à peu aux policiers. Ça aussi, c'est disponible sur YouTube, puis je mettrai un lien. C'est complètement débile, là. Il fait peur, il est complètement pas là. Il pleure, il dit « Je peux pas y croire. » Il se rappelle de rien. Il dit qu'il se rappelle pas que Azzedine Soufiane a essayé de l'arrêter. Il demande s'il a blessé des enfants, puis ça le rassure un peu de savoir que non. Mais tu sais... Dans un autre sens, t'as blessé tellement d'enfants avec ce que t'as fait, là. Exact, là. T'as tué leur père, tu leur as enlevé leur père, là. Ou leur oncle, leur cousin, leur ami, hein, leur voisin, en tout cas. Puis, dans l'interrogatoire, il dit clairement là, qu'il est motivé par des opinions nationalistes et xénophobes. Là. Il dit qu'il avait peur que ces gens-là attaquent sa famille. T'sais, il l'a dit clairement. My God. Quelques minutes avant de conclure l'entretien, l'enquêteur lui a demandé s'il voulait ajouter quelque chose. Puis Bissonnette, il répond « Ouais, il y aurait pas une porte de sortie que je pourrais avoir, là? Hier, je l'avais, la porte de sortie. Je voulais me suicider, mais là, je l'ai plus. » T'aurais dû y penser avant. Ouais. C'est comme... Il regrette pas d'avoir tué des gens, il regrette de pas s'être suicidé. C'est vraiment bizarre, là. Ah ouais. Bon, là, la mère d'Alexandre Bissonnette... elle va dire plus tard aux policiers des détails un peu sur l'état mental de son fils les jours avant et la journée de l'attaque. Il aurait parlé en mauvais termes de ses patrons à son emploi à Emma Québec, puis il s'entendait mal avec certains employés, je pense, puis ces employés-là, il l'auraient stoulé à ses patrons. Fait que il l'aurait mis en arrêt de travail pendant 3 semaines, puis il devait retourner au travail le lendemain de l'attaque, le 30 janvier. Fait que ça faisait 3 semaines qu'il travaillait pas. Ça l'a juste accentué sa haine. Oui, je pense qu'il en voulait après tout le monde. Là. Puis aussi, j'ai l'impression que surtout pour les parents, t'essaies de trouver n'importe quelle excuse qui peut justifier ça, qui est pas juste « mon fils est un terroriste ». Ouais, tu veux trouver une logique parce qu'il y en a pas, tu sais. Ben oui. Tu t'attaches à n'importe quoi, là. Je comprends ça vraiment. Tu peux juste pas là. comprendre comment c'est possible que t'aies mis au monde... Tu sais, ton petit garçon qui a un jour joué avec des Playmobil, ben là, il est rendu à comme... Il est rendu là dans la vie, c'est sûr qu'ils peuvent pas s'expliquer ça. Là. Ben non, puis il y a un jumeau, là, Alexandre, là. Puis tu sais, son jumeau, lui, il est correct, là, tu sais. Fait que ça doit tellement être... Je me rappelais pas qu'il y avait un jumeau. Non, puis ça doit tellement être bizarre, tu sais, t'as deux fils, là, qui sont nés en même temps, qui t'ont élevé de la même manière, puis il y en a un qui fait un attentat terroriste, puis l'autre... Ben, je le connais pas, l'autre, mais... Ouais, j'ose croire qu'il est normal, tu sais. Oh my God. En tout cas, c'est comment tu te rends là? Comment ça peut arriver des choses comme ça? Ben, c'est ça. Ça me fait capoter. Fait que le père de Bissonnette, à son tour, lui, il soulève l'intimidation qu'aurait vécu son fils durant toute sa jeunesse, toute sa vie, en fait. Puis c'était de l'intimidation vraiment intense, là. Puis ça lui a causé des troubles de santé mentale. Il consultait, il y avait des psychologues, des professionnels qui le suivaient parce que très jeune et dans son adolescence, il a fait des grosses dépressions, puis il souffre d'anxiété sévère. Puis la chasse, pour lui, c'était comme un moyen de faire sortir son fils dehors, de le faire connecter avec la nature, de se relaxer, de le sortir de sa chambre qui est toujours sur son ordi, tu sais. Ça peut être sain, là, aimer la chasse, là. Il y en a plein, là, des chasseurs. C'est sûr, là. Mais ça lui a donné comme une fascination pour les armes, puis il y en avait 6 chez eux, tu sais. C'est quand même beaucoup. T'as pas besoin de 6 armes, là. Il aurait menti sur son formulaire de possession d'armes à feu en disant qu'il était ni anxieux ni dépressif. Mais tu sais, cocher une case sur un formulaire, là, ça vaut rien, là. Rendu là, ça sert à rien de me poser cette question-là si tu fais pas de check-up après, là. Je sais pas c'est comment que ça fonctionne. Je connais tellement pas ça, les armes à feu, là. Tu sais, dans le sens, est-ce qu'ils font un background check, comme tu dis, ou est-ce que... Ben, j'ose croire, là. Tu sais, on n'est pas comme aux États-Unis, là.
Tu sais, parce que c'est sûr qu'il va pas écrire par lui-même « Salut, je ne suis pas en mesure d'avoir une arme, mais j'en veux une pareille. » là. Ouais, là, c'est... Poser la question, c'est d'y répondre, là. C'est comme... Ouais. Fait que le lendemain de l'attaque, le 30 janvier 2017, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, assiste à une vigile à Québec. Il qualifie le massacre d'acte de terrorisme, puis il dit aux musulmans du pays « Nous sommes avec vous. 36 millions de Canadiens ont aussi le cœur brisé. » Parce que c'est pas nous, ça. C'est pas... En tout cas, en tant que Canadienne et Québécoise, là, ça représente vraiment pas la majorité du monde. Puis je trouve que c'est une tâche dans notre histoire, puis ça représente mal notre pays qui est d'habitude full ouvert puis accueillant. Puis la montée de l'extrême droite, en tout cas moi ça me fait peur parce que pas nécessairement des terroristes, mais des gens qui ont les mêmes idéaux que Alexandre, ils prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux là. Fait qu'il faut faire attention parce qu'en tout cas moi je trouve que le Canada c'est une terre d'accueil pour tout le monde. Ben puis oui. que ça nous représente pas. Non, effectivement. Le même jour que la vigile, Alexandre Bissonnette y comparaît puis il est accusé de 6 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré et de 6 tentatives de meurtre avec une arme à autorisation restreinte. 5 des accusations touchent les 5 hommes blessés par balle, mais la 6e, c'est pour l'ensemble des autres victimes qui étaient visées mais qui n'ont pas été touchées par balle. Mm-hmm. Parce qu'il était clairement aussi victime de tentatives de meurtre, même s'ils n'ont pas été blessés. C'est bien quand même qu'ils ont fait ça. Ouais, vraiment. Le 1er février 2017, 2 jours après l'attentat, la mosquée ouvre déjà ses portes au public pour qu'on puisse aller se recueillir, puis les murs et les planchers sont encore tachés de sang. Oh my God. C'est vraiment glauque, là. C'est terrible. Je me rappelais pas de ça, que ça avait ouvert aussi rapidement. En même temps, je peux comprendre comme que les familles ont besoin d'aller se recueillir là peut-être ou d'aller voir les lieux puis pour pas genre garder un traumatisme genre de cet endroit-là là, mais moi je pense qu'ils voulaient montrer à quel point c'était violent puis ouais, peut-être de pas cacher ça, tu sais, de montrer vous voyez toute la violence. Ouais. C'est pas anodin là, il faut en parler, faut voir. C'est fou. 8 mois plus tard, le 2 octobre, la Couronne obtient la permission de envoyer directement Alexandre Bissonnette en procès, sans enquête préliminaire. La Couronne annonce aussi qu'aucune accusation liée au terrorisme sera portée. Même si le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec de l'époque ont qualifié l'acte de terrorisme. Une attaque terroriste, c'est une attaque qui vise un groupe de personnes pour instaurer la peur, qui est en suivant une idéologie. Puis je trouve que c'est pas mal ça qu'a fait Alexandre. Ben oui, c'est clair. Bon, hein? Durant l'enquête et en fouillant un peu, on trouve que Alexandre consultait à répétition, quelques jours avant l'attaque, le compte Twitter du président des États-Unis de l'époque, Donald Trump. Notre cher Donald Trump qu'on adore. Non, vraiment pas. Puis lui, il venait juste d'imposer une interdiction d'entrée aux voyageurs en provenance de pays majoritairement musulmans. Oh my God. Je suis fâchée. Alexandre y a aussi fait de nombreuses recherches sur des tueries de masse qui ont eu lieu plus ou moins récemment, dont Columbine et Polytechnique. Il s'inspirait et cherchait des références. Après ça, il va dire que genre il avait pas prévu ça, genre ça a aucun rapport. Ouais, là. je suis en train de dire ça parce qu'après ça, il dit que c'était pas prémédité. Mais gars, ça vaut pas de la merde là, c'était clairement prémédité. Ben oui, voyons donc. L'enquête indique qu'Alexandre, il n'y a aucun casier judiciaire, puis selon même sa famille, il est en apparence un garçon assez normal. Mais sur Internet, Bissonnette y affiche des idées d'extrême droite sur les réseaux sociaux et même à l'université. Tout le monde le savait un peu qu'il y avait une réputation pour avoir des propos xénophobes et anti-féministes, donc des propos misogynes. Ouais, c'est ça. François Deschamps, qui est un administrateur du groupe Facebook Bienvenue aux réfugiés Ville de Québec, va dire, et je cite, « C'est quelqu'un qui commentait énormément lorsqu'il y avait des publications diverses sur Facebook. » En parlant d'Alexandre, « C'était toujours sur la limite, pas de menace, sinon on aurait porté plainte. Il parlait beaucoup d'invasion, il disait beaucoup qu'ici, ça allait finir comme en Europe et être le chaos. Il disait des trucs assez sévères sur le mouvement féministe, c'était ultra conservateur. » Parce que, ouais, François, il a eu affaire de nombreuses fois à Alexandre et des longues tirades en commentaire sur sa crainte de l'immigration et tout. Et les femmes aussi. C'est pourquoi tu vas sur un groupe Facebook Bienvenue aux réfugiés pour
En tout cas. Mais non, ça me fait peur, là. On dirait que c'est comme le premier épisode qu'on a fait, là, genre Lindsay Suvannavejh, là, puis genre tout ce qu'elle disait sur les réseaux sociaux avant, puis toute la propagande qu'elle faisait, puis on dirait que genre tout porte à croire que ça peut s'en aller là, puis comme tu dis, il y en a genre de plus en plus, fait que ça fait tellement peur, comme comment on peut arrêter les gens avant de... En tout cas. Oui, parce que il y a des signes, ça sort pas de nulle part. Mais oui, là. C'était prémédité, big time, là. Tout juste avant la fermeture de son compte Facebook, Bissonnette, on voyait encore des liens qui partageaient du Front National puis de Marine Le Pen, qui est comme le gros parti politique d'extrême droite en France, le Donald Trump français, là. Aussi, l'analyse des images vidéo captées par la caméra de surveillance de la mosquée confirme qu'un homme aurait fait du repérage près de la mosquée 3 jours avant le drame. Ben, tabarouette. Puis c'était clairement Alexandre. Puis on a trouvé aussi des photos de la mosquée, puis dans son historique de recherche sur son ordinateur, la mosquée de Québec, il faisait comme du repérage. Là. Voilà. C'est pas de la préméditation. C'est quoi? Si vous avez besoin d'une preuve, en voilà tout plein, là. Il aurait aussi dit qu'à la base, il comptait faire sa tuerie dans un centre commercial à Québec. Je pense que c'est Place Laurier. Ouais. Ou Place Sainte-Foy, en tout cas. Puis il se serait même pointé là avant de faire son attentat à la mosquée, avec une arme dans son sac, mais il est comme devenu parano, puis il a cru qu'un gardien de sécurité comme l'avait spoté, fait qu'il est reparti. OK. Le 20 septembre, Bissonnette, il rencontre son intervenante en santé mentale à la prison de Québec, puis l'intervenante, elle s'appelle Guylaine Caillouette. Là, il se met à pleurer, puis il se confie à elle. Il dit qu'il est tanné de jouer un rôle. Il dit qu'il se souvient de toute la scène. T'sais, au début, tu sais qu'il s'en rappelait pas, mais il se confie à elle en disant qu'il se rappelle de tout. Puis il dit « Je visais pas les musulmans, je voulais la gloire. Je regrette de ne pas avoir tué plus de personnes. Les victimes sont au ciel et moi, je vis l'enfer. » Oh mon Dieu! Pauvre toi! Si, boire. Ça fait tellement peur, là. Déconnecté, oui, aucune empathie, là. Ça m'écoeure. Ça me fait vraiment peur. Oui, vraiment. Ça m'enrage. Puis là, Guylaine, elle en revient pas. Elle, c'est une employée de l'organisme d'aide en santé mentale PECH, mais est affectée à temps plein à la prison de Québec. Fait que là, après avoir entendu ça, elle décide de lever la confidentialité de ses rencontres. Elle va rédiger un rapport qui va être déposé en preuve plus tard durant le procès. Wow, bravo Guylaine. Ouais, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec cette décision-là, mais plusieurs l'ont critiquée d'avoir brisé le décret de confidentialité. Mais moi, je pense qu'elle a bien fait. C'est ça, à un moment donné. C'est comme important. Mais oui, ça joue genre sur la sécurité de tout le monde et de même elle. Là. Je veux dire, t'as en face de toi quelqu'un qui te dit qu'il voulait tuer le plus de personnes possible, là, à un moment donné. C'est une information pertinente à savoir parce que ça montre qu'il est pas prêt à être relâché de sitôt s'il y a aucun remords, là. Mais ouais, les parents de Bissonnette, ils ont même déposé une plainte contre Madame Caillouette. Les parents, eux, ils disent qu'elle aurait pas dû rapporter les propos d'Alexandre à la police ou elle aurait au moins dû le prévenir qu'elle pouvait aller dire ça aux policiers après. Mais, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile pour les parents, évidemment, là, ça, j'ose imaginer comment ça doit être tough d'accepter que ton fils est un terroriste, là. Mais tu peux pas cacher la vérité, là. C'est nier ce que ton fils est vraiment, tu sais, c'est nier ce qu'il a dit, ben, là. C'est sûr. Mais c'est sûr que ça allait leur prendre un temps d'adaptation, là. Je veux dire, leurs petits garçons qui ont élevé tout jeune, c'est ça, là. Ils s'attendaient pas à ce qu'il allait faire ça, là. Fait que c'est sûr que sur le coup, ils veulent le protéger au maximum, puis exact. Tout faire pour comme que leur fils soit libéré, mais au final, c'est sûr qu'ils vont comprendre que leur fils, il doit pas être libéré, là, clairement, là. Ben non. Tant qu'il dit des affaires de même, il peut pas être libéré, là. Mais au final, on a conclu que l'intervenante, elle pouvait, en vertu de la loi, briser la confidentialité. Fait qu'elle est correcte, elle a pas perdu sa job, rien. On arrive donc au procès le 26 mars 2018. Bissonnette plaide non coupable aux 12 chefs d'accusation contre lui. Mais, revirement de situation, dans le même après-midi, il change son plaidoyer pour celui de culpabilité. Mais voyons. La journée même. Là, le juge François accepte pas ça. Il demande qu'il y ait une évaluation psychiatrique parce qu'il est clairement pas sain d'esprit pour faire une décision, un revirement de décision aussi important comme un avant-midi, là. Après l'évaluation, le juge accepte finalement le plaidoyer de culpabilité d'Alexandre. Puis là, Alexandre lit une lettre d'excuse
que je vais lire. OK. Monsieur le juge, en cet instant, que je suis libre de vider mon cœur et mon esprit, j'aimerais vous dire à vous, Monsieur le juge, et à tous qu'à chaque minute de mon existence, je regrette amèrement ce que j'ai fait, les vies que j'ai détruites, la peine et la douleur immense que j'ai causée à tant de personnes, sans oublier les membres de ma propre famille. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé un geste insensé comme ça et encore aujourd'hui, j'ai de la misère à y croire. Malgré ce qui a été dit à mon sujet, je ne suis ni un terroriste, ni un islamophobe. Plutôt, je suis une personne qui a été emportée par la peur, par la pensée négative et par une sorte de forme horrible de désespoir. Je roule des yeux. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il choisit bien ses mots, hein? Oui. Ben oui. Il veut faire pitié, il est comme j'avais peur, je suis pas un terroriste. Mais t'avais peur de quoi? Genre, c'est toi qui fais peur, tu sais. T'as tué des personnes innocentes, là. Je poursuis. Désolée, c'est pénible à lire, là. J'avais depuis longtemps des pensées, des idées suicidaires et une obsession avec la mort. C'est comme si je me battais avec un démon qui a fini par gagner contre moi. J'aimerais tant pouvoir revenir dans le temps et changer les choses. Parfois, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un affreux rêve, un long cauchemar. J'aimerais pouvoir vous demander pardon pour tout le mal que je vous ai fait, mais je sais que mon geste est impardonnable. Si au moins, en plaidant coupable, je peux vous faire un peu de bien dans tout ça, ben alors, ça sera déjà ça de fait. Alors, c'est pour ça, monsieur le juge, que j'ai plaidé coupable devant vous lundi et que j'ai validé ma décision. OK. Fait que sa lettre d'excuse, il l'a-tu comme craché entre le moment où il avait plaidé non coupable et le moment où il a changé d'idée 2 minutes plus tard, genre? C'est 2 jours après. Tu sais, voyons. Ouais. C'est arrivé en 2017, là, on est en 2018, là. T'as eu 1 an pour réfléchir, là. Voir que, genre, ta première réflexion, c'est de dire non coupable, puis de 2 jours plus tard, cracher une lettre d'excuse, tu sais. Il a dû réaliser, c'est sûr que je perds de toute façon, fait que si je plaide coupable, je vais peut-être avoir un peu une sentence plus clémente, genre. Ouais, c'est ça. Fait que pendant les plaidoiries, on montre l'historique des recherches de son navigateur, comme j'avais dit tantôt, qui est un fervent adepte des figures de la droite radicale des États-Unis, dont David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan. Oh damn. Je ne suis pas raciste, mais j'aime beaucoup l'ancien chef du Ku Klux Klan. Voyons donc, ciboire. Et aussi Richard Spencer, qui est un influent suprémaciste blanc. Aussi, ça, j'ai vu ça dans le Global News. Je le dis, faites-en ce que vous en voulez avec cette information. À prendre avec un grain de sel, mais selon le Global News, la couronne aurait cité un témoignage d'un co-détenu de Bissonnette en prison. Le co-détenu, il aurait dit que Bissonnette, en parlant d'un survivant, lui aurait confié « J'en reviens pas qu'un homme en qui j'ai mis 7 balles dans le corps ait survécu. » Super, il y a beaucoup de remords. OK. Mais bon, tu sais, un co-détenu, peut-être qu'il veut juste son petit moment de gloire à 2 cents. Ouais. Mais je le dis, c'est dit, voilà. Bon, la peine, avec les épisodes qui passent, et on le sait, là, la peine maximale prévue au Canada en cas de meurtre au premier degré, c'est prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. C'est convenu, ça, on le sait. Puis, contrairement aux États-Unis, peu importe le nombre de meurtres que tu fais, les peines, ils s'additionnent pas. Parce que au Canada, on croit en la réhabilitation puis à la réinsertion sociale. Mais ça, c'est normalement. Mais au procès de Bissonnette, le procureur de la Couronne a demandé au juge d'appliquer l'article 745.51 du Code criminel, qui a été adopté par le gouvernement Harper en 2011. Ça permet que les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre sont purgées l'une à la suite de l'autre, consécutivement, comme aux États-Unis. Ah oui? Parce que sinon, le principe derrière cet article de loi-là, c'est que tu tues 1 ou 50 personnes, t'as la même peine. Fait que c'est comme si les sentences pour meurtre multiple étaient diminuées, entre guillemets. C'est comme, la logique derrière ça, c'est les gens vont se dire, tant qu'à tuer une personne, je vais en tuer 5, j'ai la même sentence, tu sais. Puis il y a une logique que je peux comprendre là-dedans. Mais ça l'aurait fait en sorte que Bissonnette, il aurait pu être condamné à 6 périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Fait qu'un total de 150 ans de prison avant sa possibilité de libération. Puis ça, c'est ce que la Couronne demandait. Puis ça l'a vraiment enragé sa famille, ce que je peux comprendre aussi, là. Parce que, tu sais, c'est quasiment du jamais vu, je pense, au Canada.
Son père veut dire, lors d'un point de presse tenu au Palais de justice de Québec, « Alexandre n'est pas un monstre ». Puis là, il rappelle aux journalistes toute l'intimidation que son fils a vécue, qui lui aurait causé des troubles de santé mentale. Il veut dire, malheureusement, la condition mentale d'Alexandre n'a pas été détectée par nous, ses parents, ni par les professionnels de la santé qui l'ont consulté à maintes reprises. Ça, c'est quand même fou que, tu sais, il consultait des psychologues, puis personne n'a pu voir qu'est-ce qui se tramait dans sa tête. Mais là, il dit « La couronne s'est acharnée à démoniser mon fils par tous les moyens afin d'obtenir un emprisonnement de 150 ans, soit la peine la plus sévère jamais donnée au Canada. Cela équivaut à une peine de mort déguisée et éteint la moindre lueur d'espoir. » Jusque-là, je comprends les propos de son père. Parce que lui, il dit, c'est mon fils, il peut se réhabiliter. Ouais, c'est ça. Je le comprends. 150 ans, c'est juste impossible, dans le fond. C'est vrai que ce serait comme une peine de mort déguisée parce que tu sortiras jamais de prison, c'est ça que ça veut dire. T'sais. Mais non. Mais là, il dit, je soupçonne fortement que l'attitude de la couronne est le résultat d'une volonté politique et non juridique. Puis ça m'a vraiment fâchée. Parce que dire que c'est politique, là, c'est vraiment déplacé, là. C'est irrespectueux, là. Il a tué 6 personnes, il voulait en tuer plus. Il n'y a pas de remords. C'est pas politique de vouloir l'emprisonner, c'est juridique. Ben oui. Genre, c'est la justice. C'est qu'on trouve qu'il mérite plus que 25 ans de prison ferme parce qu'il a tué plusieurs personnes puis il a fait un attentat. Ben oui. Fait que de jouer sur les mots puis d'être comme c'est la volonté woke, genre on veut protéger les marginaux comme moi ça m'a vraiment fâché qu'il dise ça. Puis là, il dit « On sait maintenant que personne n'est à l'abri d'un drame lié à la santé mentale. On ne le souhaite à personne. Cette terrible maladie n'a pas de couleur, pas de religion, pas de sexe et elle est impossible à prévoir. » Il y avait bien des affaires qui étaient prévisibles, je trouve, dans comment il est. En tout cas. Oui. La xénophobie n'est pas une maladie mentale. Non, c'est ça. Le racisme n'est pas une maladie mentale. Non, en effet. Les gens qui commandent trop sur Facebook n'est pas une maladie mentale. Non. Puis, tu sais, mes sympathies à la famille, ça doit être extrêmement difficile, là. Mais c'est pas juste la faute qui s'est fait intimider quand il était jeune, là. Mais non, c'est juste dur à accepter, là, j'imagine. Tu dois vouloir mettre ça sur la faute de tout le monde, sauf ta personne, là, mais... Ben non, parce qu'il y a tellement pas de logique, c'est tellement illogique que tu cherches une explication, qui est pas juste « mon fils, c'est un terroriste ». C'est clair quand même qu'Alexandre, il souffrait de problèmes psychologiques, là. Il était clairement un peu paranoïaque, dépressif et suicidaire, là. Mais je pense qu'il faut pas juste s'appuyer là-dessus pour excuser ou justifier ses gestes. L'avocat de Bissonnette a plaidé que la disposition de 150 ans est inconstitutionnelle, puis le juge lui a donné raison. Avant de donner sa sentence, le juge François Huot va dire au tribunal « Les crimes commis par le tireur étaient véritablement motivés par des préjugés fondés sur la race et par une haine viscérale à l'égard des immigrants de confession musulmane. Mais pourtant, aucune charge de terrorisme. » Même le juge le dit, mais bon. Et là, Alexandre Bissonnette est condamné à 5 périodes d'emprisonnement de 25 ans à être purgées concurremment, donc en même temps. Pourquoi 5? Mais... C'était pas 6? C'est ça, c'est ça. Okay. J'arrive. OK, excusez-moi. Mais tu m'as eu, moi aussi, j'étais confuse, mais la suite de ma phrase, il y a une période de 15 ans d'ajouter à ça pour le 6e meurtre au 1er degré à être purgé consécutivement. Fait qu'en tout, il y a une période totale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 40 ans. C'est presque du jamais vu au Québec. OK. Fait que 5 peines pour meurtre à purger en même temps, puis une 6e ajoutée après de 15 ans. OK. Mais la décision elle a été menée en appel, puis en 2020, la Cour suprême ramène la sentence à 25 ans de prison avant possibilité de libération conditionnelle. Fait que tout cet essai d'essayer de donner plus que le 25 ans classique du Canada, ben ça n'a pas fonctionné, c'est revenu au même. Ouais, je vois. Puis ben la disposition du code criminel qui avait été introduite par Harper, elle a été déclarée inopérante parce qu'elle contrevient à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdisant les peines cruelles et inusitées. C'est donc bien bizarre. Voyons, pensez-y avant de rajouter une clause qui fonctionne pas au final, là. Oui, okay. Je comprends pas. Alors, je tenais à le dire parce que c'est comme rare que c'est arrivé, là. Fait que ça l'a quand même fait beaucoup jaser. Fait que je voulais essayer d'expliquer dans le meilleur de mes capacités tout ça. Je suis pas une professionnelle juridique, là. J'ai fait de mon mieux. Si je me suis trompée dans certains termes, toutes mes excuses. Mais je pense que vous comprenez en gros la situation. Puis tu sais, comme on le sait, il va purger minimalement 25 ans.
Après ça, il est admissible à la libération conditionnelle, mais ça veut pas dire qu'il va l'avoir. Non, exact. Le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, va dire « La perspective de sa libération reste quand même la plus grande crainte des familles des victimes. C'est que leurs enfants, lorsqu'ils seront des adultes, risquent un jour de le croiser, le tueur de leur père, dans les rues de Québec. » C'est fou, pareil, là. C'est vrai là, que genre les enfants, quand ils vont avoir l'âge de leur père, Alexandre, il risque d'être encore en vie, là. En tout cas, ça se peut, là. Mais... Ben oui, là, puis il est jeune, là, tu sais. Ben c'est ça. C'est possible qu'un jour, il soit libéré. Il avait juste 27 ans. Oui, puis qu'il soit encore assez vieux pour vivre en société. Dieu, ça fait peur. Le gouvernement du Québec a décerné à Azzedine Soufiane, l'homme qui a courageusement tenté d'arrêter Bissonnette, la médaille de la bravoure de façon posthume. Puis on remet aussi une médaille de bravoure à Aymen Derbali, survivant de l'attaque, qui a tenté aussi de distraire le tireur. Puis lui, c'est lui qui a été touché par balle à 7 reprises. Il a été dans le coma pendant 2 mois, mais il a survécu. Wow. C'était de lui qu'il parlait en prison. Là. Il disait « Je reviens pas qu'un gars que j'ai tiré cette fois dessus ait survécu. » Depuis ce temps-là, Aymen, il multiplie les apparitions publiques au Québec pour parler de l'intolérance religieuse et raciale. Là, je vais faire un petit topo pour conclure sur la situation. Bien avant la fusillade de 2017, le Centre culturel islamique de Québec a été la cible de gestes islamophobes et anti-musulmans. Pendant le ramadan de 2016, par exemple, il y a eu une tête de porc qui a été laissée devant la mosquée, qui est clairement comme un message complètement haineux et irrespectueux. En ce moment, la population musulmane à Québec se chiffre à environ 10 000 personnes, puis beaucoup d'entre eux se disent victimes de discrimination en raison de leur foi. Le nombre de crimes haineux contre les musulmans a d'ailleurs triplé au Québec pendant l'année de la fusillade. Ça s'est passé en janvier, fait que le reste de l'année, ça a juste encouragé. Fait que ça a donné le goût à d'autres mondes de... Il était pas tout seul là, sur ses blogs là, puis sur ses commentaires Facebook. Non, là. C'est sûr que non. On critique aussi les radios poubelles de Québec, les fameuses radios poubelles. Ouais. De partager des propos puis des opinions haineuses, puis d'ainsi encourager ce genre de comportement-là. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il invite les citoyens à choisir l'unité et l'amour. Il appelle tous les Canadiens et les personnalités publiques à poursuivre la lutte contre l'injustice puis à réfléchir à leurs paroles qui contribuent à l'exclusion. Parce qu'il y en a bien, là, des animateurs de radio qui disent du gros n'importe quoi. J'espère qu'ils... Non, c'est sûr qu'ils le savent, là, mais il y a du monde qui prennent ça pour du cash puis qui après ça, ben, ils font des crimes haineux. En mars 2019, quelques années après, 49 musulmans sont tués dans la fusillade de 2 mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Je vais probablement faire un épisode sur ce cas-là un jour parce que c'est effroyable. Puis, ben, le nom de Bissonnette et celui de d'autres meurtriers de masse et de suprémacistes blancs sont inscrits sur les armes qui auraient servi à commettre les attaques. Un gars en Nouvelle-Zélande, là, à l'autre bout du monde, il a entendu parler de ça, puis c'est genre son héros, là, Alexandre Bissonnette. Ça me met en tabarnak. Ça s'est reproduit. Il y a eu une attaque terroriste en 2022 à London, en Ontario. Un automobiliste qui a foncé sur une famille musulmane qui marchait sur le trottoir, ben normal. Puis ça l'a tué 4 des membres sur son passage. La xénophobie, l'islamophobie, la haine, c'est toujours d'actualité, même en 2024. Malheureusement. Alexandre Bissonnette, il a 32 ans ou 33 ans aujourd'hui. Il pourra faire une demande de libération conditionnelle en 2042. Quand il va avoir 52 ans. Ça fait peur, là. C'est pas vieux, là, 52 ans, là. Il pourrait encore sortir de là puis être apte de faire n'importe quoi. Ben oui, 52 ans, là, il te reste plusieurs années, là. Ben oui. Puis, on nomme 6 victimes de l'attaque de Bissonnette, mais certains en ajoutent même une 7e, parce que, oui, Andréane Leblanc, 31 ans, s'est enlevé la vie en mars 2018, vêtue de son uniforme d'ambulancière paramédicale. Elle était en service cette nuit de janvier lorsqu'elle a reçu l'appel urgent de se rendre à la mosquée du quartier de Sainte-Foy. Elle était dans les premiers répondants sur la scène de crime de la tuerie. Andréane avait complété en 2011 sa technique ambulancière au collège Ahuntsic. Elle a choisi ce métier-là parce qu'elle voulait aider les gens. Elle voulait être sur le terrain. Elle a fini par travailler pour le CAMBI à Rimouski et la CTAQ à Québec. Le soir du 29 janvier 2017, elle a transporté un blessé par balle jusqu'à l'hôpital. Sa mère Lucie lui a envoyé un texto. « Est-ce que tu as intervenu? » Et Andréane, elle a répondu oui. Elle lui a dit par après
Tu as été la seule ce soir-là à avoir pensé à moi. » Puis Andréane n'en a pas vraiment parlé par la suite. Là, c'était pas le genre de personne qui partageait ses émotions aux autres, mais elle a jamais été pareille depuis. Elle avait peur de recevoir des appels, elle faisait de l'insomnie, elle a commencé à consommer beaucoup d'alcool puis des boissons caféinées. Le 3 octobre, elle a exprimé des idées suicidaires, elle a quitté sa job en pleine crise. Elle a eu 6 jours de congé puis ensuite est retournée vivre dans sa ville natale aux îles de la Madeleine. La même année, la nuit du 7 au 8 décembre, Andréane elle a été arrêtée par les policiers puis envoyée de force en psychiatrie. Elle est finalement restée là 8 jours sur une base volontaire. En début 2018, tout semblait s'améliorer. Andréane était calme, elle consommait plus. Elle avait recommencé à s'entraîner puis elle s'était trouvé une nouvelle job. Elle pensait même retourner en tant qu'ambulancière pour l'été. Mais malheureusement, elle ne verra jamais l'été parce que le 12 mars, elle a reçu 2 lettres par la poste, des mauvaises nouvelles en fait, qui l'ont replongée dans sa détresse. Puis, 3 jours plus tard, le 15 mars 2018, vêtue de son uniforme d'ambulancière, Andréane s'est suicidée. Elle a laissé 5 lettres pour ses proches sans vraiment expliquer pourquoi elle a fait ça, mais dans l'une d'entre elles, elle a écrit, puis ça me crève le cœur, là, mais elle a écrit « Au moins, j'ai sauvé des vies ». Oh mon Dieu. Puis, son suicide, il a mis en lumière le manque de ressources en santé mentale pour les premiers répondants, qui sont souvent marqués à vie par les scènes auxquelles ils doivent faire face, comme un peu le cas avec Guy Turcotte, là. Oh my God. Je trouve ça bien que tu le ramènes parce que je savais pas du tout. Ouais, moi non plus, je l'ai su en faisant mes recherches, puis... C'est tellement triste, en tout cas, mes pensées à tous les ambulanciers... paramédics et compagnie ouais. Premiers répondants qui doivent garder leur sang-froid puis... Qui voient des trucs horribles. Mm-hmm. Donc, toutes mes pensées vont aux familles des victimes, à la communauté musulmane, puis aussi à la famille d'Alexandre Bissonnette, qui ont perdu un fils aussi dans tout ça. À la mémoire de Mamadou Tani Bari, 42 ans, père de 2 enfants, un garçon de 3 ans et une fillette de 1 an et demi. Il avait quitté sa Guinée natale pour le Québec en 2011, puis il avait obtenu sa citoyenneté canadienne et il demeurait dans le secteur de Sainte-Foy avec sa famille. Ibrahima Bari, 39 ans, d'origine guinéenne, il était un père de 4 enfants, 2 filles de 13 et 7 ans et 2 garçons de 3 et 2 ans. Il était lui aussi au Québec depuis 2011, puis un ami proche de Mamadou Tani Bari. Les 2 hommes voyageaient souvent ensemble. Il avait aussi sa citoyenneté canadienne, puis il habitait lui aussi dans le secteur de Sainte-Foy. Azedine Soufiane, 57 ans, qui vivait à Québec depuis près de 30 ans, très connu des membres de la communauté musulmane de Québec. Il était père de 3 enfants âgés de 15 ans, 13 ans et 6 ans. Khaled Belkacemi, 60 ans. Son décès laisse sa femme et ses 2 enfants adultes en deuil. Son fils Amir veut dire... Les personnes qui font la démarche pour venir au Canada, qui sacrifient leur vie, ne le font pas pour semer la terreur. Ils le font pour se construire une vie meilleure ici. Aboubakar Tabdi, 44 ans. Lui et sa femme Khadija ont quitté la Tunisie pour la ville de Québec en 2011, le cœur rempli de rêves et d'ambitions pour leurs enfants, Mohamed et Myriam. Mais malheureusement, 6 ans plus tard, tout a basculé pour la famille Tabdi. Abdelkrim Hassan, 41 ans. Un homme d'origine algérienne et père de 3 filles. Sa conjointe Louisa Hassan dit « Hier, j'ai reçu un choc. J'ai perdu un mari, un papa et un ami et je trouve que c'est très triste parce que c'était une bonne personne. Tout le monde l'aimait. C'était un bon travailleur qui aimait la vie. Je ne sais pas comment je vais l'annoncer à mes fillettes. » L'imam Hassan Guillet, porte-parole au Conseil des imams du Québec, exprime sa compassion avec la famille Bissonnette. Il dit « Notre ennemi, ce n'est pas Alexandre Bissonnette, c'est l'ignorance. » J'ai trouvé que c'était de sages paroles. Mm-hmm. Donc, j'invite tout le monde le 29 janvier, qui est la journée nationale de commémoration de l'attentat de la Mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, de se rappeler qu'avant d'être des musulmans, ce sont des gens comme nous, qui ont une famille, des amis. Ça devrait être convenu chez tout le monde, là, mais je le rappelle, c'est du monde qui ont le droit tout autant que nous de vivre au Canada, au Québec, qui font partie de notre société, qui sont aimés, qui ont des jobs, qui ont des emplois, qui contribuent à la société, qui ont le droit à la liberté, à la vie, à pratiquer leur religion, peu importe laquelle. Sur ce, c'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. Damn.
Ben merci Ju d'avoir parlé de cette histoire parce que c'est très important et c'est un sujet très important. Je suis sans mots honnêtement là, ça Ouais. C'est vraiment une histoire fâchante, c'est pas le genre d'histoire que ça me donne envie de conter des petites blagues, il y a rien de drôle là-dedans. Puis, non, c'est pas l'épisode qu'on est goofy là. Mais c'était important. Puis ça me fait peur, genre on dirait, tu sais, comme il y a quasiment notre âge, là, fait que si un jour il y a à sortir de prison, ben tu sais, ça se peut qu'il soit juste tout près de nous, là, ça me fait peur. Mm-hmm. Ben, il avait 27 ans quand il a fait ça, là, c'est comme nous en ce moment, ou presque, là, comme... Ouais. Je peux pas croire que... Tu sais, il y a pas d'âge, il y aurait pas de bon âge, là, mais je me mets à sa place, moi, j'ai tellement pas la même mentalité, tu sais, c'est un jeune qui... Dans ma tête, t'es ouvert d'esprit moindrement, t'es pas... Pourquoi tant de violence, là? Ça me fait peur que quelqu'un de mon âge puisse avoir cet état mental-là de dégénérer. Puis il y en a des plus jeunes que nous, là. Ben oui. Il y en a que dès un tout jeune âge, ils sont craque-dingues, là, puis qui sont pas sur la même planète, puis que c'est ça. Ben merci pour ton épisode, c'était très bien raconté. Ben merci de m'avoir écouté. Je vous invite à prendre soin de vous, soin de vos proches, soin de vos amis. Soyez gentils, aimons-nous les uns les autres. Amour et amitié et bienveillance. Eh ben, on va se laisser là-dessus. C'est pas trop joyeux, mais garde, n'hésitez pas à nous écrire. Je sais qu'il y a du monde de Québec quand même qui nous suivent. Vous pouvez nous écrire si vous avez quoi que ce soit à rajouter sur la situation, sur l'histoire. Oui, ça vous a marqué autant que nous. Ouais. Puis c'est ça, n'hésitez pas à nous écrire pour n'importe quel autre sujet aussi. On est toujours contente de vous répondre. Sur une note un peu tristounette, on va se laisser. Merci de nous écouter, on vous aime. Puis ben, on se revoit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye les cornets.